Coucou les beaux soleils, je suis contente de vous retrouver après cette période de vacances et on se retrouve donc pour le book haul du mois de mars et d'avril. J'ai encore été sage, je trouve, sur 2 mois de temps, j'aurais pu faire pire. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances de Pâques, un bon week-end de Pâques en tout cas. Et ici, du coup, ben, c'est parti. Je vous montre pourquoi j'ai craqué. Alors, j'ai craqué, ça faisait longtemps que j'avais envie de me le prendre, celui-là, quand je l'ai vu passer en grand format. Ensuite, quand il est paru en poche aussi. Je vois qu'il est un peu abîmé ici. C'est La péninsule aux 24 saisons d'Inaba Mayumi. J'aime encore bien, moi, lire c'est aux éditions Piquier Poche. J'aime encore bien lire des livres comme ça qui sont écrits par des auteurs, je pense que c'est ici japonais, voilà, oui. J'aime encore bien, c'est généralement poétique et c'est très contemplatif et voilà, ça m'attire pas mal. Du coup, je vais vous lire un petit peu ce que ça raconte. Donc, peut-être vous dire le nombre de pages. C'est écrit par contre en très très petit. Voilà, enfin pour moi, là pour vous c'est peut-être ok, mais voilà, après j'ai pas les lunettes pour lire en fait, j'ai pas mes lunettes là, c'est de lecture on va dire. Donc voilà. Alors dans un paysage de mer et de falaises d'une beauté paisible, bien loin de Tokyo, une femme en désaccord avec le monde entreprend la redécouverte d'elle-même et passe des jours heureux d'une grande douceur. En compagnie de son chat, elle fera durant 12 mois l'apprentissage des 24 saisons d'une année japonaise. À la manière d'un jardinier observant scrupuleusement son almanach, elle se laisse purifier par le vent, prépare des confitures de fraises des bois, compose des haïkus dans l'attente des lucioles de l'été, sillonne la forêt, attentive aux présences invisibles, et regarde la neige danser. 24 saisons, c'est le temps qu'il faut pour une renaissance, pour laisser se déployer un sensuel amour de la vie. Voilà, donc il fait, je ne vous ai pas dit, 200, il ne dépasse pas les 300 pages, hein, 270 pages. Voilà, 271 pour être exact. Et déjà, la couverture, à chaque fois, elle me faisait envie, j'avoue. Et puis, le côté un peu plus contemplatif de se laisser vivre, de se laisser aller. Ensuite, j'ai craqué pour un vieux roman. Il a été écrit en... Alors, il y en a plusieurs, hein, c'est le premier d'une saga. Euh, et d'ailleurs, elle est décédée, cette autrice. Euh, alors, c'est la première version date de 1968. Ça a été réécrit après 1996, 1980, 1980 pour la traduction française. Voilà. Mais ça a été écrit bien plus tôt. Et c'est donc le cycle de Terre-Mère. Et donc là, j'ai le premier tome, c'est Terre-Mère d'Ursula K. Le Guin, Le Guin. Je ne sais pas trop comment prononcer parce que c'est traduit de l'anglais des États-Unis, donc je ne sais absolument pas. C'est quand même une bonne bricasse, hein, et là aussi, c'est pas écrit très très grand et c'est bien rempli, hein. Euh, et là, par contre, on est sur un tome de 702 pages. Voilà, comme ça, vous le savez, en sachant que ce n'est que le premier cycle, je pense, celui-là, Terre-Mère, ou alors c'est en entier. Euh, Non, c'est le premier, c'est le Terre-Mère. Après, il y a Conte de Terre-Mère, T'es à nous, Le vent d'ailleurs. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Pourquoi j'ai été attirée? Ça faisait longtemps qu'il était dans dans ma wishlist également. Euh, Ici, il y a des dragons, il y a des enchanteurs, une mer immense et des îles. Ged, simple gardien de chèvres sur l'île de Gonte, a le don. Il va devenir, au terme d'une longue initiation, en traversant nombre d'épreuves redoutables, le plus grand sorcier de Terre-Mère, l'Archimage. Ce volume réunit, ah ben voilà, pardon, excusez-moi, les 3 premiers livres de Terre-Mère, le sorcier de Terre-Mère, les tombeaux d'Atuan et l'ultime rivage. Voilà pourquoi c'est aussi long. Donc il y a 3 livres dans celui-là. Voilà. Dans une traduction soigneusement révisée et complétée par Patrick Dussoulier. Le cycle de Terre-Mère a inspiré le splendide film d'animation de Goro Miyazaki, Les Contes de Terre-Mère. Voilà. Et bien voilà.
Et j'ai hâte aussi de pouvoir lire ce livre, voir un petit peu ce que ça donne. Euh, voilà. Donc là, on part carrément dans un autre style, hein, on est bien d'accord. Alors, euh, je veux le caser quand même, mais voilà, j'ai acheté mon propre livre une deuxième fois parce qu'on a fait une petite correction que je vais vous montrer. Challenge donc avec tarot et oracle au royaume des animaux par moi-même, voilà, aux éditions Core Magic. Et vous pouvez le retrouver sur Amazon, n'hésitez pas. Donc on va ici retrouver des questions et qui sont faites par rapport aux caractéristiques de, de certains animaux. Voilà, j'ai pas repris tous les animaux. Donc voilà, il y a vraiment pas mal d'animaux quand même. Donc il y en a aussi des mythologiques, il y en a des marins. Ici par exemple, on a les mythologiques. À chaque fois, on a une petite info, quelques petites infos sur les animaux. Et puis, on passe aux questions que vous pouvez utiliser avec vos jeux ou alors même sans vos jeux. Mais bon, c'est toujours plus... Excusez-moi. C'est toujours plus profond quand on utilise un tarot ou un oracle pour avoir les réponses. Du coup, oui, je vous montre la petite spécificité qu'on a rajoutée, qui devait déjà être là. Voilà. C'est qu'à la fin, avant de rentrer d'abord dans le royaume céleste, voilà, je vous présente ma tortue Sam, parce qu'elle m'a beaucoup inspirée, elle aussi. Et donc voilà, ma petite Samounette, si vous me suivez sur Instagram, vous la voyez en couleur. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas à me soutenir, ça me fait énormément plaisir. Et ça me booste à continuer ce genre de petits livres ou voilà, de créer des oracles, des choses qui peuvent vous aider dans le développement personnel ou encore spirituel. Alors, ensuite, c'est un livre qui, je ne sais pas quand il est sorti, très, très, très récemment, je pense. Très, très récemment, il me semble. Je regarde. Non, 2020 en anglais, après 2022, oui. Pour ces éditions-là, ce sont des éditions que j'aime beaucoup. Alors, je vais retirer ça parce que ça m'ennuie un peu. C'est Betty de Tiffany McDaniel aux éditions Totem. Voilà, dans les éditions Gallmeister. Alors, Gallmeister, j'adore les couvertures qu'ils font, je trouve ça magnifique. On est sur une belle bricasse et vous allez me dire qu'est-ce que ça raconte. Alors là encore, on est, mais à mon avis, j'ai écrit du petit, ou alors c'est parce que j'ai pas mis les bonnes lunettes et ça me semble très petit. Voilà. Et on est sur oh, du 700 pages aussi, hein, les gars. Voilà. On est sur du 698 pages. Ça vous dit? Il faut peut-être, je sais pas comment ça se lit, j'ai jamais lu du Tiffany McDaniel, donc je vous dis un petit peu. Ce livre est à la fois une danse, un chant et un éclat de lune, mais par-dessus tout, l'histoire qu'il raconte est et restera à jamais celle de la petite indienne. La petite indienne, c'est Betty Carpenter, 6e de 8 enfants. Parce que sa mère est blanche et son père Cherokee, sa famille vit en marge de la société. Avec ses frères et sœurs, Betty grandit percée par la magie immémoriale des histoires de son père, au cœur des paysages paisibles de l'Ohio. Mais les plus noirs secrets de la famille se dévoilent peu à peu. Pour affronter le monde des adultes, Betty découvrira le pouvoir réparateur des mots. Je n'en sais pas plus, mais ça m'interpellait. C'était voilà le fait que ce soit une petite indienne, une Cherokee, et voilà, je ne sais pas quel genre de secret. Je sais pas, ça m'attire. Et puis la couverture de ouf, on peut le dire qu'elle est très très belle. Hein. Ça pourrait être une carte d'oracle. Ensuite, j'avais lu, je suis une jeune fille, je ne sais plus son nom malheureusement, sur YouTube, sur Booktube on va dire plutôt, voilà. Et elle a présenté un livre, alors c'est plus des témoignages qu'autre chose, mais ça a l'air génial et j'ai envie de le lire là tout de suite. Franchement, j'ai envie de le caser dans ma pile à lire printanière, je ne vais pas vous le cacher. C'est Une famille pas comme les autres de Francine et Patrick Violas aux éditions Albin Michel Versilio. Voilà. Déjà, vous voyez, des animaux. Bon, vous savez, hein, dans mon cœur, les animaux, ils ont une grande, grande, grande importance. Et ici, en fait,
c'est écrit très grand, évidemment. Et on va se retrouver à chaque fois avec un animal. Alors, au milieu, il y a des photos. Je vous montre un petit peu. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de pages, mais voilà, c'est certaines personnes, c'est pas les auteurs. Voilà. Je vous explique. Alors, tout commence avec l'achat d'une petite ferme près de Chartres. Francine et Patrick Viola, ou Violas, je ne sais pas trop si on dit le S, récupèrent des poules, des cochons, des vaches dont plus personne ne veut. Mais rapidement, ce ne sont plus des animaux domestiques qu'on leur confie, mais des animaux sauvages. Des lions, des singes, des éléphants. Des animaux maltraités, détenus illégalement ou qui viennent de laboratoires ou de cirques. La petite ferme se transforme en zoo-refuge de 20 hectares, prêt à accueillir 1500 animaux. Baptisé La Tanière, il leur offre un havre de paix pour une deuxième vie. Francine et Patrick nous racontent l'histoire de cette famille pas comme les autres, à travers 11 sauvetages, 11 épopées d'animaux venus de tous les horizons. Une aventure humaine, drôle, inattendue, bouleversante et des regards inoubliables, ceux d'animaux reconnaissants. Donc on va suivre à chaque fois voilà, une otarie de parc aquatique qui s'appelle Kakou. On va suivre encore Misha qui est un ours de show, encore Cannelle qui est un singe de laboratoire, etc. etc. Donc voilà. Je sais que ça va sûrement me toucher, même me tirer des larmes, mais j'ai vraiment envie de lire ce livre. Parce que ce sont des gestes, ces êtres humains-là, je ne peux que les remercier 1000 fois, 100 fois de tout mon cœur pour ce qu'ils font. Après, évidemment, ils ont la capacité de pouvoir le faire et j'imagine qu'on va les rencontrer un peu plus, savoir qui ils sont, comment ils en sont venus à s'occuper d'animaux comme ça. J'imagine qu'il faut aussi voilà, faire attention à certaines lois, etc. Donc voilà, mais ça m'intrigue beaucoup. Ensuite, je devais absolument continuer mes achats livresques de... Je vais l'enlever, hein, ça m'énerve. N'écoute que moi, qui est donc la version, découvrez l'autre version de l'histoire de Réponse. Voilà, c'était comme ça. Voilà. Donc, c'est de Serena Valentino, ça ne change pas, et c'est aux éditions Hachette. Heroes par Disney, évidemment, ça ne change pas. Là, on est sur du 300... 340 pages, et évidemment c'est écrit mais hyper grand de chez hyper grand bien sûr. Et donc on va se retrouver avec l'histoire de comment elle s'appelle encore, Mère Gothel, voilà c'est ça, Mère Gothel. Donc l'histoire de Réponse est à l'image de ses cheveux, longue et tortueuse. Il était une fois une jeune fille innocente arrachée à ses parents, une jeune fille dotée de cheveux magiques, retenue prisonnière dans une tour par une vieille sorcière tyrannique qui se faisait passer pour une mère surprotectrice. J'ai pas les bonnes lunettes. Pourtant, ce n'est que la moitié de l'histoire. Qu'en est-il de Gothel? Comment est-elle devenue si amère et sans pitié pour Réponse qu'elle considère pourtant comme sa fille? Cette histoire creuse dans le passé mystérieux de la sorcière pour mettre à jour les désirs enfouis au plus profond de son cœur. Voici l'histoire d'une mère qui pensait savoir ce qu'il y a de meilleur pour son enfant. J'adore ces histoires-là, c'est juste trop kiffant. Voilà. D'ailleurs, bientôt, je vais lire Pauvre âme en perdition. Voilà, et je pense que j'avais acheté Maîtresse de tous les maux. Oui, tout à fait. Voilà, parce que j'essaye d'être un peu à jour. Et le prochain, je ne sais pas c'est lequel du coup. Il faudrait que je regarde un petit peu ce qui est déjà sorti. Mais évidemment, j'ai trop hâte. C'est toujours un bonheur, enfin, pour ceux qui aiment les Disney, les dessins animés. Enfin, voilà, moi j'adore y replonger avec plaisir. C'est comme si je retournais un peu à la maison. C'est comme avec Harry Potter, c'est pareil, ça me fait le même effet. Voilà, donc... Alors, je vais vous passer de l'autre côté parce que la batterie risque de me lâcher. Donc, hop, je vais mettre sur secteur, comme ça. Vous voyez mon maquillage de plus près, là. Je vais un peu décaler ça. Je vais ranger les livres. Je vais mettre de côté ceux que je vous ai déjà présentés. Après, il en reste 3, donc on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo.
Voilà, voilà. Alors, on est bon comme ça? Évidemment, vous savez, si vous avez suivi mes points lecture, que j'ai eu un coup de cœur, le premier de l'année 2022, avec Les Rumeurs d'Issar, le talisman perdu, je crois. Et ici, évidemment, je ne pouvais pas ne pas acheter le deuxième. J'ai envie de savoir la suite, c'était trop bien, c'était génial. Donc, Les Rumeurs d'Issar, et ça, c'est le tome 2, Le Jugement des Sabliers de Marie Caillé. Et trop envie, trop envie. Donc voilà, et évidemment, c'est écrit très très grand, bien espacé. Ici, on est sur du 407 pages à peu près, je pense. Ouais, 406 pages, voilà, c'était bien le talisman perdu. Et puis, il y en a évidemment un troisième, c'est une trilogie, c'est l'éveil des 100 signes. Alors, dis-moi quel est ton signe, je te dirai quel est ton pouvoir. Donc ici, on se retrouvait avec... là, quand même, je dois avoir... repartir avec Ejan et Kez. Ejan qui est un gardien et Kez qui est un ange. Les anges se manifestent sous la forme d'animaux et que dire d'autre? Et en fait, ils cohabitent tous les deux au départ dans une petite boutique où ils vendent des tapis volants rafistolés. Voilà, que Ejan répare. Alors, il repense un peu avec nostalgie le jour où justement il devait recevoir son talisman avec son signe, justement pour que se dévoile ou pas son ange ou son démon. Et en fait, il est arrivé 2 jours trop tard et donc quand il est rentré chez lui, l'ange est apparu après. Parce que généralement, quand il y a des anges qui naissent, ils sont au service du palais, du royaume. Et donc ici, ils ne sont pas au service du royaume. Entre-temps, on va rencontrer une jeune haute voleuse qui va faire connaissance d'Ejan et de Kez et ils vont partir un peu en mission tous les trois et ça va être très très intéressant. Voilà. C'était génial et si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à regarder mon précédent point lecture, tout simplement le plus récent, vous le trouverez, je pense, dedans. L'autre, quoi, vous avez compris. Alors, un livre qui m'a donné envie, qui n'est pas de la fantaisie particulièrement, mais plutôt un livre apparemment où on doit résoudre des énigmes sans être spécialement quelque chose du domaine du meurtre, quoi, voilà, ou du thriller. C'est Inheritance Games. Elles ne possèdent rien, ils ont tout, que les jeux commencent. C'est de Jennifer Lynn Barnes et c'est aux éditions PKJ. PKJ fait souvent de chouettes sorties. J'en ai entendu beaucoup de bien, voilà, de ce livre. La couverture est magnifique. J'ai regardé pas mal de points lecture, sans me spoiler évidemment de trop. Et apparemment, c'était quand même bien sympathique. Alors, il y en a qui s'attendaient vraiment avec un côté magique, quelque chose comme ça. Il n'y en a pas. C'est vraiment des épreuves, mais il n'y a pas d'épreuves magiques. Voilà. Il faut quand même le savoir. On est sur quelque chose écrit assez grand. Et ensuite, au niveau du nombre de pages, je ne sais pas pourquoi à chaque fois je vous spécifie ça, mais on a avec un petit épilogue. Donc 47 pages, voilà, 447 pages, pardon. 47, ça fait pas beaucoup. Alors, Avery Grahams, lycéenne sans histoire et sans le sou, rêve d'une bourse d'études pour entrer à l'université. Son destin bascule soudain quand Tobias Hawthorne, un célèbre milliardaire, lui lègue sa fortune. Cet argent tombe à pic, mais il y a un problème. Avery n'a jamais entendu parler de cet homme. Pour toucher sa part d'héritage, elle doit néanmoins emménager dans la mystérieuse demeure des Hawthorne. Elle y côtoie les 4 petits-fils du défunt, tous aussi insondables que séduisants, et surtout bien décidés à l'empêcher de subtiliser leur dû. Happée par un tourbillon de manigances, d'énigmes et de trahisons, Avery va devoir se prêter à un inquiétant jeu de dupes qui pourrait bouleverser sa vie à jamais. Moi, ça m'a clairement donné envie, ce pitch, donc je sais pas pour vous, mais moi, voilà, ils m'ont eu. On verra ce que ça donne, hein. Je viendrai de toute façon faire un point lecture un jour ou l'autre. Je ne sais jamais ce que je vais lire à l'avance, parce que voilà, je prépare pas mes piles à lire à l'avance non plus.
Et alors, j'ai acheté quelque chose que je n'ai pas particulièrement, non, dans ma bibliothèque. C'est un recueil de poèmes. Quand j'étais plus jeune, j'en écrivais beaucoup, des poèmes. J'en lisais quelques-uns aussi. Et puis, ça s'est arrêté. Et là, je me suis dit que lire un poème de temps en temps, ça pourrait être sympa. Et donc, sur une des chaînes BookTube, je suis tombée sur c'est Cornelius. Il parlait de ce livre et c'est surtout une autrice que j'ai adorée dans le genre contemporain, très young. Pour le coup, c'est très très jeunesse et c'est, je veux dire, ma trilogie préférée, jeunesse contemporaine parce que je me marre, je me suis marrée dans les trois et j'ai envie de les relire déjà. Voilà. Et c'est Digli. Voilà, Digli, c'est son nom, c'est Clémentine Beauvais. Voilà. Et donc, elle a repris ici, je pense, des poèmes et ça s'appelle Je serai le feu. Voilà. Donc, la ville brûle. C'est magnifique, c'est un peu genre du tissu. Je ne sais pas si vous allez pouvoir vous en apercevoir. C'est juste magnifique. Et donc, je vais vous dire un petit peu. Alors, il y a plusieurs poèmes sur des... Je vous explique ça. Qu'elles soient invisibilisées, oubliées, ou au contraire adoubées et reconnues, ces 50 femmes m'ont parlé et toutes m'ont profondément inspirée. Je souhaite vous faire découvrir ces poétesses qui sont aujourd'hui ma famille. Filles de la lune, prédatrices, mélancoliques, magiciennes, excentriques, insoumises, alchimistes du verbe, consumées, telles sont mes compagnes de voyage qui sont à présent les vôtres. Laissez-moi vous guider page après page à travers leur vie et une sélection très personnelle de leurs vers illustrés par mes soins. Voilà. Donc, je serai le feu. Je vais vous montrer. Voilà, on a un sommaire et dans la préface, on voit que la poésie, elle a toujours bercé sa vie, voilà, à notre cher Digli. Et donc, en fait, c'est partagé justement par plusieurs, mais je peux venir vous le présenter hein, si vraiment ça vous donne envie. Donc, on a les filles de la lune et du coup, dans les filles de la lune, elle a mis Emily Dickinson, Christina Rossetti, Cécile Sauvage. Moi, il y en a plein que je connais pas. Hein. Dans les prédatrices... Joyce Mansour, voilà, il y en a plein que je ne connais pas. Les mélancoliques Marie Nizet, par exemple. Je vous dis juste un nom à chaque fois. Et donc, elle a mis plusieurs personnes comme ça. Les magiciennes, elle a mis Anaïs Nin, Patti Smith. Je ne connais pas. Les excentrices, Claude Caboun. Les insoumises, Louise Ackerman, Niki Giovanni. Les alchimistes du verbe, Marie Krisinska, Lise de Harme. Les consumés, René Vivienne, Marina Zvetaeva. Voilà. Donc, et à chaque fois, il y en a plusieurs. Il n'y en a pas qu'une, hein, il y en a plusieurs. C'est pour vous citer quelques noms. Et donc, voilà. Dans la préface, elle nous dit, voilà, elle voulait... pourquoi elle a repris tous ses poèmes, en fait. Et elle nous dit à chaque fois les archétypes un petit peu qu'elle a choisis. Donc ici, on est avec les filles de la lune. Les filles de la lune sont les poétesses lyriques, celles qui à chaque vers invoquent la nature, ses couleurs, ses fleurs, ses bruits et ses parfums, celles pour qui un clair de lune pris dans le miroir d'un lac une nuit d'hiver vaut toutes les toiles de maître du monde. Elles sont mes petites Orphées, mes habiles joueuses de lyre, couronnées de roses et de myrte. Et là, on en a plusieurs. Et on va passer en fait d'abord à Emily Dickinson, qui je pense j'ai deux noms, je connais, voilà, mais je n'ai jamais rien lu. Et donc c'est illustré par Digli, voilà, magnifique, avec la lumière, c'est pas évident. Et donc on a évidemment quelque chose sur Emily Dickinson ici, donc 1830-1886, ignorant quand l'aube viendra, j'ouvre toutes les portes. Alors, et puis elle met un petit mot à propos donc d'Emily Dickinson. Voilà, on a une petite présentation, voilà, de 2 pages quand même, donc il y a vraiment pas mal. Et puis après, on a des parties de poèmes, on a des poèmes en entier. Voilà, mais là par exemple, on a juste ça d'Emily Dickinson. Puis on va passer à une autre personne. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus loin dans le livre peut-être. Voilà, ici on va avoir Gisèle Prassinos, 1920-2015.
Elle, voilà, elle est née à Constantinople en 1920, etc. Et elle nous explique un petit peu. Je ne sais pas comment vous montrer au mieux. J'ai pas trop envie d'ouvrir le livre déjà, de le craquer. Et puis voilà, on a des vers, on a des informations et des vers. Je trouve ça très intéressant parce qu'on a le côté informatif et puis nous avons des poèmes plus ou moins longs, ça dépend voilà, de qui l'a écrit. Et puis surtout, bien, on a les belles illustrations de Digli. Voilà, donc trop kiffance. Voilà pour mon book haul du mois de mars et d'avril. Je ne sais pas s'il y a des choses qui vous inspirent. Comme vous pouvez le voir, il y a du contemporain, il y a du fantastique, il y a du développement personnel, il y a également plutôt de la magie du côté de Disney, il y a des choses sur les animaux. Donc voilà, j'espère peut-être que ça peut vous inspirer. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait des craquages récemment, des craquages livresques. Ça me ferait plaisir de savoir et puis aussi peut-être